Avant-dernière chronique de ce soir. Bonsoir, Phil. Salut. Donc, tu nous parles d'un essai que tu as lu récemment. Voilà. Et je vous parle ce soir de Pour nous libérer les rivières de Hugo Latulippe, un plaidoyer en faveur de l'art dans nos vies qui a été publié la semaine passée aux collections Documents des éditions Atelier 10. L'essai est séparé en 7 chapitres assez simples, assez évocateurs, pour nous sortir de nous, pour nous décoloniser, pour paver le monde de beauté, pour retrouver le sens du sacré, pour nous mener sur le chemin de la pensée, pour nous mettre le feu et pour une nouvelle narration du monde. Les premiers mots de l'essai sont « Ici, les artistes détenaient une clé pour stopper la déroute de notre temps. » Hugo Latulippe se dit n'être pas historien de l'art, ni un spécialiste patenté ou un universitaire couronné, ni même cartésien, peut-être. Il affirme que l'art lui sauve la vie tous les jours, que l'art le préserve du cynisme, du dépit, de la rigidité, de l'isolement et de la dépression. Il postule que la civilisation des Lumières frise la faillite. Sa définition de l'art passe par cette question: si l'art peut déclencher des renversements dans nos vies, pourquoi pas dans le monde? Il dit de sa définition de l'art qu'elle est taillée à la hache à travers la géographie inventée d'une trajectoire personnelle. Une définition de l'art, donc, qui ne se veut pas savante. C'est un essai assez court qui fait à peu près 80 pages, qui, je pense, s'il avait fait 400 pages, n'aurait pas fait appel à quelque chose d'aussi précieux dans la lecture. À travers son essai, Hugo tente, donc, avec beaucoup de citations et de bribes de poésie, à définir l'art comme une chose mouvante et qu'on ne la comprend pas ou juste en étant témoin. Son essai n'est pas un traité de philosophie ni un manifeste politique, mais un appel à notre irrationalité. L'essai est à la fois logique et rhétorique, mais surtout poétique. Il nous invite à penser de manière oblique, c'est-à-dire en dehors de ce qu'on connaît. Il nous invite à lire entre les lignes, quoi. D'ailleurs, le ton de son essai est assez chargé. Le rythme est tantôt urgent, tantôt contemplatif, mais il a surtout un style parlé. Il invoque dans les premières pages de son essai les mots de Jean Désy, un professeur de médecine à l'Université Laval qui donne des cours de littérature à ses étudiantes et étudiants pour les frotter à la souffrance et au monde de l'intuition, pour éviter que ses étudiantes et étudiants voient l'humain comme une machine. Jean Désy dit « L'avenir dépend d'une évolution associée à un acte d'amour tout à fait irrationnel. Toute personne qui amorce des études avancées dans le monde des sciences pures ou appliquées devrait obligatoirement être mise en contact étroit avec les arts et la littérature. » Sur le mode documentaire, donc, Hugo Latulippe a consulté des artistes qu'il estime et qui entretiennent un rapport intense à la littérature, à la musique, au cinéma, à la peinture, au théâtre. Et celles et ceux-ci sont Hélène Dorion, Véronique Côté, Jean Désy, Brigitte Guinquens, Yvon Rivard, name it. Le premier chapitre, Pour nous sortir de nous, traite de comment, dès son adolescence, l'art l'a fait sortir de lui-même, de sa culture de nord-américain, de centre d'achat, de fast-food, d'autoroute à 6 voies, et de sa fibre de Québécois confortable et indifférent, pour reprendre l'expression de Denis Arcand, et de son goût pour les cossins. Il parle en particulier du film qui lui a fait réaliser un profond vide intérieur, Léolo de Jean-Claude Lauzon. Il dit voir dans la posture du jeune garçon Léolo un rejet de la perspective d'une vie au service de la machine. Parce que Léolo refuse de devenir comme son père, un ouvrier prisonnier de l'engrenage social et en bas de l'échelle, sans possibilité de vie intérieure. Un père désincarné vivant, dépossédé par l'obéissance à un ordre, carnivore qui lui échappe. Léolo refuse de devenir comme son père et de subir sa vie dans une de ces affreuses villes industrielles qui mangent des vies par millions. Avec une suite d'œuvres qui l'ont marqué, comme Léolo, et qui lui ont été comme un antidote à la bêtise de masse, comme Régent Ducharme, Rimbaud, name it again, il emprunte ces mots de Pier Paolo Pasolini, le cinéaste italien, qui dit, je cite, « Je suis profondément convaincu que le vrai fascisme est ce que les sociologues ont trop gentiment nommé la société de consommation. » Pour enchaîner avec les 6 choses, après la citation de Pasolini, les 6 choses fondamentales qu'il a commencé à comprendre en tant que jeune artiste en colère. Ces 6 choses sont « Je ne suis pas seul à me sentir seul, des gens me précèdent et m'entourent, ces gens sont liés comme une chaîne ininterrompue, ils sont de ma famille, avec eux, je veux agir sur le monde. » Il ajoute qu'on parle beaucoup de nos jours de l'art engagé, que cette expression réfère à des gestes didactiques et souvent dénués d'envergure artistique. Il dit de l'art qu'il est forcément engagé, que l'art désengagé n'existe pas, mais qu'il préfère l'expression d'art chargé, parce que ça fait plus dangereux.
Dans son deuxième chapitre, il critique le cinéma hollywoodien qui nous prend davantage qu'il ne nous donne. Que l'art véritable nous préserve des idées bon marché. Qu'il n'obéit à personne. Dans ce chapitre, il expose qu'il doute que le Québec ait quoi que ce soit de si distinct de la société américaine, tellement il est bombardé de propagande. Mais que si Victor Hugo disait juste en disant « aimer, c'est agir », il est de notre responsabilité d'œuvrer contre l'étroitesse qui nous entoure. Dans son troisième chapitre, pour paver le monde de beauté, il pose la question inévitable de Dostoïevski, quelle beauté sauvera le monde? Il l'invite aussi à vaincre l'homme pick-up, notamment, et il répond à la question de Dostoïevski en faveur d'une beauté qui nous meut, qui ne nous laisse pas indifférents. Mais parce que l'indifférence est le plus grand mot et que le contraire de l'art, que l'indifférence est le contraire de l'art à proprement dit. L'indifférence comme adversaire de la beauté, donc. J'ai plus beaucoup de temps, mais j'aimerais terminer avec une citation de l'ouvrage. Ben oui, certainement. Merci. Donc voici. Nos petites écoles lumineuses cracheront des bataillons de petits mondes pas un cadeau. Formés pour nous fendre, nous fracturer. Formés pour nous contester l'ordre, pour nous dire que le roi est nu. Nos filles et nos fils émergeront debout, comme une forme de l'art. Ils seront comme un vent chaud. Ils viendront et partout pour nous remettre le feu. Et nous ferons corps. Nous défilerons en cortège, serrés les uns contre les autres, comme un très grand progrès. Nous serons une brèche, une bravade. Nous aurons le don d'ubiquité, afin que le soleil ne se couche jamais sur notre résistance. Nous nous interposerons par le rêve, nous ferons face aux géants, nous serons cet estuaire, cette cordillère. Le jour est venu d'imaginer d'autres constellations. Ensemble, nous écrirons une nouvelle narration du monde pour enfin, nous libérer les rivières. Ben merci, Phil. En tout cas, si les éditions se cherchent quelqu'un pour faire la lecture du livre audio, ils devraient t'appeler. Ça donne envie, en tout cas. Puis effectivement, l'art, la créativité, c'est nécessaire dans notre monde si on veut imaginer des modèles sociaux ou sociétaux différents. Si on veut un petit peu plus de beau, ben ça n'en prend. Donc, sur ce, on va aller écouter un petit peu de beau, je l'espère.